est prévu pour discuter de la lutte contre la corruption dans l'État africain post-colonial, état des lieux, cas du Bénin. Et notre cher aîné Jean-Baptiste Elias est connu pour son engagement sur ce terrain-là. Il va nous en parler tout à l'heure, comme j'ai dit, avec la modération de l'honorable Hassan Seibou et Maître Ibrahim Salami qui est là comme discutant. Salam alaikum. On m'a demandé tout à l'heure de modérer ce panel-là. C'était le professeur Ali Nouhoun Diallo du Mali qui devrait présider le panel. Malheureusement, il a eu un problème de vol et il n'a pas pu être là. Et les organisateurs m'ont demandé tout à l'heure de présider le panel. Donc, je voudrais ne pas perdre du temps parce que là, ils ont attiré mon attention et nous l'avons vu tous que les travaux ont démarré tard. Je ne vais pas trop bavarder là-dessus. Monsieur Jean-Baptiste Elias, qu'on ne présente plus, parce qu'un des champions de la lutte contre la corruption, qui a sûrement beaucoup à dire et qui a sûrement cerné le thème d'aujourd'hui pour mieux centrer ce qu'il a à dire, parce que si on donne le micro à Jean-Baptiste Elias, il peut nous parler de maintenant jusqu'à demain matin. Nous sommes finis sur son expérience. Mais les organisateurs l'ont choisi parce qu'il peut être succinct pour dire complètement ce qu'il a à dire. Quand Jean-Baptiste Elias va finir, je vais donner la parole à Maître Salami. Vous n'entendez pas beaucoup parler de Maître Salami. Salami, on l'entend dans les débats constitutionnels et autres, mais c'est un militant chevronné de la cause de l'islam aussi. Et il a accepté d'être un peu contradicteur, c'est-à-dire que dans ce que Jean-Baptiste Elias va dire, il va réagir. Donc après lui, c'est... Maître Salami n'est pas que maître, hein, il ne faut pas entendre avocat seulement. Maître Salami est professeur émérite à l'Université nationale du Bénin. C'est l'un de nos plus grands hommes de droit. Comme on dit, ceux qui déposent le bic en droit et tu ne peux pas prendre. Nous, on ne peut pas prendre. C'est eux ça. Donc, nous avons deux personnalités que je suis heureux de vous présenter comme ça. Le thème sur lequel M. Jean-Baptiste Elias va intervenir, c'est la lutte contre la corruption dans l'État africain postmoderne, état des lieux, cas du Bénin. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous faire l'état des lieux. Hein. Alors, avant qu'ils ne prennent la parole, nous avons entendu la communication de Bako tout à l'heure, qui a bien campé le décor. Et je pense il a même plus prêché que de parler. Je le lui disais, c'est l'une des merveilleuses prêches que j'ai eues pour commencer cette année 2017. Et parce que quand il parlait, je me suis dit, ah, vraiment, réellement, l'enfer est là, la porte est très proche de nous. Hein. Plus proche de nous hein, que là-bas. J'ai eu peur. Mais heureusement, on m'a dit que certains parleront du repenti et de comment se repentir. Nous sommes tous coupables et je le remercie pour cette intervention et profite pour remercier le ministre d'État qui est parti. Alors Jean-Baptiste Elias, nous n'allons pas perdre de temps. Je vous laisse la parole. Merci. Non, je ne vais pas arrêter. Prends celui-ci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quand l'amicale des intellectuels musulmans du Bénin a envoyé au FONAC, dont je suis le porte-parole,
Ça marche pas? Ça marche, vous entendez? D'accord. Il faut tenir. Il faut le tenir. Donc, pour nous demander de faire cette communication aujourd'hui, tout le plaisir était pour nous de le faire. Et je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs de ce que l'on peut appeler le débat de Cotonou aujourd'hui, 14 janvier 2017. Parce que ça va en droite ligne de ce que le FONAC a toujours voulu, à savoir se servir des tests fondamentaux religieux pour aider à la lutte contre la corruption. Souvenez-vous, en 2002, le FONAC a organisé à la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts ce que nous avions appelé à l'époque la première journée nationale de lutte contre la corruption, et nous avions invité tous les chefs religieux à venir sortir des livres religieux les préceptes qui luttent contre la corruption. Et nous avions eu tout ce parterre-là avec nous. Les religieux musulmans, catholiques, protestants et autres, tous ils étaient là. Nous avons gardé la cassette jusqu'à ce jour. Donc, je félicite la communauté musulmane qui donc nous a invités à parler de ce que nous allons faire ce matin. En toute modestie, d'autres membres du FONAC sont dans la salle pour venir accompagner le mouvement. Je commencerai par dire d'abord la devise de l'Amicale des intellectuels musulmans du Bénin, savoir pour servir. C'est tout un programme. Savoir pour servir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour que nous puissions savoir. Et j'espère qu'à la fin de ce que nous allons faire ici, nous allons pouvoir mieux servir. Mesdames et messieurs, la corruption, il y a eu beaucoup de définitions tout à l'heure. Je ne vais pas vous fatiguer encore en faisant la définition. Nous, au FONAC, on dit tout simplement pour permettre à tout le monde de comprendre, c'est tout ce qui est pourri que nous appelons corruption. Point. Si vous avez tout oublié en venant ici aujourd'hui, en sortant de la salle, on vous dit que c'est quoi la corruption, il faut dire que c'est tout ce qui est pourri. Point. C'est la corruption. La définition sociologique, juridique et tout, je l'ai fait dans un document de 20 pages que j'ai donné aux organisateurs qui vont mettre dans le document qui vous sera distribué. J'ai fait également la synthèse. Je ne sais pas, monsieur le modérateur, combien de temps j'ai pour parler. Vous savez que je peux parler jusqu'à demain soir. Vous ne m'avez pas dit. Ah bon, je commence? Ok. Allez-y, mais vous avez en principe 15 minutes de communication. Ah, voyez-vous. Donc, j'ai fait les deux. Le document complet est là. La synthèse aussi est là. Donc, on m'a dit 15 minutes, je vais utiliser la synthèse. Mais les deux documents sont remis aux organisateurs et probablement ils vont les publier dans les documents qu'ils vont vous distribuer par la suite. Donc, corruption active, on en a parlé. Corruption passive, on en a parlé. Petite corruption, on en a parlé. Grande corruption, on en a parlé. Je ne reviens plus dessus. Vous les verrez dans le document. Mesdames et messieurs, on a dit également dans cette salle aujourd'hui ce que la corruption crée comme dégâts, non seulement au Bénin, mais à tous les pays en général, y compris même les pays développés. Mais spécifiquement nos pays, nous autres, qui avons besoin de recettes et de ressources pour travailler pour le développement durable. On a déjà parlé de ça, on ne va pas revenir dessus. Alors, nous allons parler au moins des dispositifs normatifs. Ensuite, nous allons parler des dispositifs institutionnels. Nous parlerons de quelques acquis de la lutte contre la corruption au Bénin. Nous allons, hélas, parler des limites de la lutte contre la corruption et nous allons parler enfin des perspectives
du dispositif de lutte contre la corruption au Bénin. C'est vrai qu'on avait limité mon intervention, j'aurais pu aller au-delà pour parler de l'Afrique aussi, puisque j'ai la modeste chance d'être membre du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Donc nous contrôlons 54 États dans le domaine de la lutte contre la corruption et vendredi prochain, je serai à Addis Abeba encore pour cette lutte-là, pour travailler dessus. Mais je me limiterai au Bénin pour l'instant, c'est ce que j'ai eu comme consigne. Disons que, au plan normatif, déjà la Constitution, il est là, le spécialiste en parlera tout à l'heure. La Constitution de notre pays a déjà parlé du fait qu'il faudrait lutter contre la corruption. Personne n'a le droit de s'adonner à la corruption, c'est nous. Nous avons des tests que le Bénin a ratifiés, qui font partie de ce que nous devons appliquer dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il y a d'abord le protocole de la CEDEAO de 2001, décembre 2001, 21 décembre 2001, sur la lutte contre la corruption. Le Bénin a signé, a ratifié, a déposé les instruments de ratification. Le Bénin a signé et ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Nous avons au Bénin la loi 86-09 du 26 février 1986 portant institution d'une cour criminelle d'exception. Nous avons la loi 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique, qui ont déjà prévu les modes de gestion et qui, comme l'a dit tout à l'heure un des devanciers, il ne fallait pas s'occuper, il ne fallait pas faire les détournements de deniers publics. Nous avons la loi 97-197 du 21 avril 1997 portant organisation des organes de contrôle et d'inspection de l'administration en République du Bénin. La loi 2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment des capitaux. Nous avons la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Nous avons la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Toutes ces lois et conventions ont été complétées par un certain nombre de décrets, dont, je vais citer quelques-uns, le décret 2004-221 du 21 avril 2004, modifié et complété par le décret 2008-180 du 21 avril 2008 portant création de l'Observatoire de lutte contre la corruption, le décret 2006-627 du 4 décembre 2006 portant réorganisation des organes de contrôle et d'inspection de l'administration publique en République du Bénin, le décret 2012-336 du 2 octobre 2012 portant attribution, organisation, fonctionnement de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, etc., etc. Donc, tout à l'heure, le ministre d'État a dit, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Premier élément, le cadre normatif et institutionnel. Donc, le cadre normatif et institutionnel, le cadre réglementaire, si vous voulez, et institutionnel, existe. Je vais citer quelques-uns tout à l'heure. Si dans les débats, il était nécessaire d'aller en profondeur, on ira. Maintenant, les institutions. Qu'est-ce qu'on avait mis au Bénin comme institution de lutte contre la corruption? D'abord, au plan international, plusieurs initiatives ont été également prises. On peut noter la création au Bénin, bien entendu, de l'Observatoire de lutte contre la corruption, dont j'ai été modestement le président. La création de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dont je suis modestement membre. La création de l'Autorité de régulation des marchés publics. Le FONAC étant spécialiste dans le domaine des marchés publics, a 2 représentants dans
cette autorité, la création d'une brigade économique et financière, la BEF, que vous connaissez souvent, qui est devenue maintenant une sous-direction, n'est-ce pas, du contrôle. La création de l'Office central de répression de trafic illicite de la drogue, OCERTID, vous entendez souvent parler de ça également. La création du bureau de contrôle général, du contrôleur général, la création des brigades de gendarmerie, de commissariats de police. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les commissariats et la gendarmerie constituent des organes de lutte contre la corruption. Il faudrait le savoir, parce que ça rentre dans l'arsenal déjà. Et si c'est nécessaire, au cours des débats, nous allons en parler. La création en 1995 de SOS Corruption et en 1996 de la cellule de moralisation de la vie publique. Au plan de la société civile, il y a bien entendu la création du FONAC, il y a la création de ALCRER, il y a la création de Transparence et Intégrité au Bénin, il y a la création de Social Watch Bénin. Au niveau des ministères, il y a la création des services chargés de recevoir les plaintes des usagers et les faits de corruption, de les vérifier et de les proposer pour des sanctions. Mais ces services ne fonctionnent pas toujours dans tous les ministères. Et il y a d'autres ministères même qui ne les ont pas activés. Il y a l'audit en réduction des coûts auprès de toutes les entreprises publiques. Il y a le développement de stratégies de lutte contre la corruption au niveau du ministère de la Réforme administrative que vous connaissez. Et tous ces dispositifs institutionnels existent et ont travaillé d'une manière ou d'une autre. On rentrera dans les détails si le temps le permet, mais dans le document complet, j'avais donné des détails dessus. Nous sommes ici dans la synthèse. Alors, au plan des acquis de la lutte contre la corruption au Bénin, qu'est-ce qu'on a pu faire? La loi 2011-20 a été un acquis majeur. Indépendamment des conventions et autres que j'ai citées, cette loi-là est un acquis majeur. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre à son avènement. Ensuite, il y a eu assez, mais ce n'est pas encore suffisant, des séances de sensibilisation et d'information qu'on a tenues dans les ministères. Ici même, dans cette salle, le FONAC a organisé plusieurs séances de sensibilisation pour les opérateurs économiques sur les marchés publics, sur la nécessité de ne pas s'adonner à la corruption, sur quel comportement il faudrait avoir pour gagner les marchés dans de bonnes conditions, ce qu'il faut faire quand chaque fois quelqu'un, un opérateur économique, se sent lésé dans l'attribution des marchés, etc. Nous avons fait, dans cette même salle, plusieurs séances de sensibilisation et d'information pour les opérateurs économiques. Il y a eu des études qui ont permis de se dire quelle est la perception des Béninois sur le phénomène de la corruption. On a constaté dans les résultats que 89% des Béninois se considèrent comme ayant été victimes des cas de corruption. Beaucoup de Béninois se disent « Ah, la corruption est répandue au Bénin et est au sommet de l'État. » Vous ne pouvez pas leur enlever ça de la tête. Parce qu'ils se disent « Ça vient de là-haut, hein. Ce sont les patrons même qui le font. » Nous avons au FONAC constaté, hélas, avec des investigations, qu'il y a au niveau de beaucoup de ministères, des responsables, depuis le directeur de cabinet jusqu'en bas, qui se disent « je vais en mission à l'intérieur du pays pour telle ou telle activité », mais ils sont tranquillement à Cotonou dans leur maison. Ils envoient un des plantons aller prendre les cachets au niveau donc, des, pays, des communes concernées. Ils reviennent à Cotonou, ils empochent l'argent. Au niveau d'un ministère donné, le FONAC a fait le point, nous avons trouvé plus de 400 millions de francs CFA qui ont... Oui, si vous insistez, je vais donner le nom du ministère. Tout le monde a déjà peur. Hein? Tout le monde a déjà peur. Ah bon? C'est le phénomène. Alors, oui, s'il vous plaît, les amis, nous avons fait ce travail-là au FONAC pour se dire, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça.
Vous savez très bien également au niveau des structures de l'État, les sociétés d'État et d'économie mixte, les investigations que le FONAC a eu à faire pour constater des cas de corruption. Aujourd'hui, le FONAC, avec les organisations et avec l'État, a tout fait pour envoyer au tribunal de Cotonou 44 dossiers de corruption qui sont là en attente d'être jugés. 44. Comment? 44 dossiers sont là-bas actuellement. Depuis 2007. Ah, voilà, depuis 2007. Voyez-vous, depuis 2007. Nous arriverons tout à l'heure sur les limites. Tout à l'heure, j'ai parlé des limites. On va parler de ça. Voyez-vous, quand on se rend compte de ce travail qui se fait, on doit pouvoir poursuivre pour dire qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Les acquis doivent être sauvegardés. On doit continuer le travail. Et aujourd'hui, ce que nous faisons participe de ça. Si dans la salle, tous ceux qui viennent ici aujourd'hui peuvent se dire tout ce que je vais entendre, j'irai le démultiplier à la maison pour que mes enfants, ma famille, puissent entendre et puissent l'appliquer, ce serait une très bonne chose. L'approche classique que l'on a adoptée après les indépendances au Bénin, c'est l'approche, n'est-ce pas, de l'ancien colonisateur, avec les textes que nous avons hérités, les textes que nous avons copiés, je pèse bien mes mots, les textes que nous avons adaptés, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer. Mais quand le colonisateur dans son pays essaie d'améliorer les textes, nous sommes à la traîne et le plus souvent, on n'arrive pas à les améliorer comme il faut les améliorer pour que nous puissions avancer. Alors, la lutte contre la corruption, je dirais plutôt la corruption, est érigée de nos jours en système ou en phénomène. Mes prédécesseurs en l'ordre l'ont largement parlé. Mon temps est limité, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous savez très bien que c'est comme ça, malheureusement, dans beaucoup de services aujourd'hui. Vous arrivez quelque part, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir, hélas. Nous travaillons à ce que ces comportements cessent. À défaut de cesser, que ça diminue sensiblement. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Je voudrais donc m'appesantir sur un certain nombre de faits que la société civile a eu à mettre en place. En dehors donc de l'État qui a mis en place l'Observatoire de lutte contre la corruption, qui a mis en place l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, les deux structures ayant fait ce qu'elles peuvent, il y a également le rôle important que joue la société civile. Le FONAC est là et vous avez souvent entendu tout ce qu'on a pu faire. Et vous entendez seulement quelques-unes des actions que nous menons. Parce que 95% de ce que nous faisons, vous ne le savez pas. Quand nous arrivons à un ministère donné et qu'il y a des cas de corruption, de détournement de deniers publics ou autres actions qui sont connues et que nous rencontrons les autorités à divers niveaux, y compris le ministre, pour porter à la connaissance des autorités ce que nous avons constaté, quand on corrige et qu'on prend des résolutions pour que ça ne se répète plus, nous, on ne fait pas des sorties pour venir parler au peuple. Donc, vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et ce que vous entendez, c'est quand il y a de la résistance. On résiste parce qu'on est sûr que, bon, on a la couverture de X, on a le pouvoir de Y, on a la bénédiction de Z, et puis, bon, voilà, on refuse de le faire. Et nous disons, bon, OK, on va rendre compte. Pour nous, on rend compte au peuple. On ne rend pas compte au président de la République. C'est le peuple qui est notre patron à nous. Pour la petite histoire, dans le dossier PPEA2, nous avons écrit pour demander à ce qu'on s'occupe de ça parce que le PPEA2 a deux volets. Il y a un volet d'abord au niveau de la SONEP pour 1,4 milliard de francs CFA. Quand nous avons découvert le sujet, nous avons demandé au directeur général et au président du conseil d'administration de la SONEP de rectifier. Ils ont continué. Nous avons écrit au ministre pour dire, monsieur le ministre, voilà ce qui s'est passé.
voici les preuves, il y a eu ça, 1,4 milliard en l'air, on aura des problèmes. Mais si vous ne faites rien dans les 2 semaines, nous, on va rendre compte. Le ministre a cru qu'on voulait rendre compte au président de la République. Et il n'a pas bougé. Les 2 semaines sont passées, nous, on a fait notre sortie. Et puis voilà, les Néerlandais sont venus voir le FONAC, on a donné tous les papiers, etc. Et je vous garantis que les 1,4 milliard, les Néerlandais ont retiré leur argent. Et c'est le Bénin qui a payé. C'est vous, c'est nous qui avons payé 1,4 milliard. Et quand nous avons fait les sorties, le ministre nous a appelés maintenant après notre sortie. Bon, on a discuté avec le ministre. Il me dit, mais, monsieur Elias, vous avez écrit que vous allez rendre compte. J'ai dit oui. Il dit, mais alors, vous n'avez pas rendu compte et vous avez fait sortie. J'ai dit oui, c'est notre sortie ça. C'est notre compte rendu ça. Il dit, ah bon, le président de la République n'était pas au courant. On dit, non, on n'a pas besoin de lui. Nous rendons compte au peuple. Il dit, ah, c'est ça. Il dit, oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, il était sûr que nous, on va rendre compte au président de la République. Ça va traîner là-bas. Et puis, bon, ça va faire ce que ça va faire. Mais nous, on a fait la sortie. Nous avons actuellement, hélas, 2 ou 3 autres dossiers très importants sur lesquels nous avons déjà rencontré les ministres pour leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Et si, hélas, les dispositions ne sont pas prises pour que les choses soient faites, eh bien, le peuple sera au courant de ces cas-là. Mesdames et messieurs, quelles sont les limites de ce que nous faisons? Ah, on me dit encore 2 minutes, voilà. Les limites. Ben, les organisations de la société civile n'ont pas la possibilité de sanctionner. Nous parlons, nous faisons la pression, nous informons, nous sensibilisons, nous éduquons, mais nous n'avons pas la possibilité de sanctionner. Et comme le ministre d'État l'a dit, dans notre dernière sortie pour la journée nationale de lutte contre la corruption le 8 décembre dernier, nous avons parlé de l'impunité. C'est l'impunité qui fait le lit de la corruption au Bénin. Et je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, qui assistez à cette conférence, à ce débat d'aujourd'hui, d'accepter qu'on sanctionne vos propres parents s'ils sont convaincus de cas de corruption. C'est ça le problème. Parce que quand ça touche un des nôtres, on vient vous voir pour dire pardon, ne faites pas. Ah, il faut. Les interventions de part et d'autre font qu'on n'arrive plus à sanctionner et on tourne en rond. Il faut que nous acceptons, mesdames et messieurs, qu'on sanctionne, même si c'est mon propre fils, si c'est mon papa, si c'est ma maman qui rentre dans ce circuit-là, il faut que j'accepte qu'il soit sanctionné, qu'on le porte à la connaissance du public et que l'on dise, voici l'exemple, afin que ça puisse servir pour que d'autres personnes ne le fassent pas après. Perspective. Attention, le contrôle au niveau du ministère, il faut que ce soit efficace. Le contrôle n'est pas efficace aujourd'hui pour diverses raisons. On me dit que j'ai 2 minutes. Peut-être que dans le débat, je vais revenir dessus. Il faudrait que le traitement judiciaire soit efficace et rapide. Je viens de vous dire qu'il y a des dossiers qui sont là depuis 10 ans. Le peuple s'impatiente. Si je vous cite les cas, vous allez dire « Ah, le FONAC a parlé de ça entre-temps. Ça fait 10 ans. C'est à la justice. » On a tout suivi jusqu'au procureur. On a mis des commissions en place qui doivent pouvoir étudier et rien ne bouge. On dit on veut les moyens. On a vu le chef de l'État. Pour que les moyens soient donnés, rien ne bouge. Donc, si vous insistez, on va dire « Ah, vous faites pression sur nous. » La loi interdit de faire pression sur la justice. Et on va vous donner encore une autre appellation. Donc, on est obligé de se taire. Les limites, donc les perspectives. Il faut faire en sorte que la justice puisse avancer. Il faut faire en sorte que tous les secteurs puissent avoir les codes de déontologie. Il n'y en a pas partout. Que les codes de déontologie non seulement soient mis en place pour certains, que ça soit appliqué aussi. Mesdames et messieurs, je n'ai pas envie qu'on me dise que c'est fini. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais je voudrais dire 2 choses. La première, que chacun de nous ici, en oubliant tout ce que nous avons dit aujourd'hui, et en quittant cette salle, puisse se dire, la corruption ne passera pas par moi. Je ne serai pas corrupteur, je ne serai pas corrompu. La deuxième chose, dès que j'aurai connaissance d'un cas de corruption, de détournement de deniers publics et autres, je me fais le devoir
et le plaisir d'informer les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption afin que ces cas-là fassent l'objet d'investigations et qu'il faudrait que l'on puisse avancer pour que les sanctions puissent tomber. En dernière position, je voudrais proposer que les organisateurs de cette rencontre, de ce débat de Cotonou, que j'ai félicité à l'entame de mon intervention, puissent prendre les dispositions pour que des débats de ce genre puissent être organisés dans toutes les communes du Bénin. Le FONAC va accompagner et fera en sorte que ça soit une réalité. Je vous remercie. Simplement de votre communication que des décrets, des conventions, des lois, tout ce dont on a besoin comme texte existe au Bénin. Oui. Des institutions aussi, c'est-à-dire le deuxième pilier de la lutte contre la corruption, c'était les institutions, les organisations. Il y en a au moins 5 ou 6 que vous avez cités. Enfin, la justice, ceux qui doivent donc réprimer. Il y a 44 dossiers au moins devant la justice que le FONAC a fait partie et qui stagnent jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons idée de ce qui se passe là. Je vous rappelle que ce matin, vous aviez suivi l'intervention du ministre Bako. Quand M. Salami va finir, le débat que vous allez faire va concerner les deux. Les deux à la fois. Nous considérons que c'est une première communication. Alors, M. Jean-Baptiste, ce que je peux dire que votre modestie ne vous permet pas de dire, c'est que lutter contre la corruption, c'est aussi donner les moyens à ceux qui luttent contre la corruption de faire leur travail. Parce que vous vous rendez compte, celui que vous attaquez, c'est lui qui doit vous donner les moyens. C'est le corrompu qui doit vous donner l'argent pour que vous veniez le contrôler et le déclarer corrompu. Ce n'est pas un jeu facile, mais c'est grâce à l'opinion que ça va arriver. Monsieur Salami va maintenant être discutant. J'avais dit tout à l'heure contradicteur, non, discutant. Parce qu'il ne vient pas contredire Jean-Baptiste, mais il veut faire une contribution qui permet de mieux animer la discussion et de nous éclairer. C'est un acteur important, je vous demande de le suivre attentivement. À l'entame de mon propos, saluer cette communauté de la salutation la plus convenable en islam. Salam alaikum. Je ne manquerai pas de saluer les non-musulmans, les frères chrétiens qui sont dans la salle et qui nous ont fait l'honneur d'être là, ce qui traduit l'ouverture d'esprit des organisateurs. Chers collègues, monsieur le professeur, qui se fait discret, mais il est très efficace, professeur Akadiri Youssoufou. Ne vous faites pas plus petit que vous ne l'êtes. Vous êtes quelqu'un d'honorable. Alors, mon office aujourd'hui n'est pas de faire une communication. Les communications ont été faites par des personnes les plus indiquées. Mon office aussi aujourd'hui n'est pas de contredire les communicateurs, c'est de discuter, d'éveiller, de bousculer un peu pour nourrir le débat. Et je voudrais d'abord commencer par remercier Monsieur le ministre, l'honorable, mais ce que j'ai de plus précieux avec lui, c'est qu'on est universitaire. Et ça, on est ministre, député, après, ce qu'on a de plus précieux vraiment, c'est l'universitaire. Et j'ai beaucoup apprécié sa communication, je l'aurais intitulé, moi, une leçon inaugurale. Tu sais que ce n'était pas préparé. Et quand on est dans des soutenances de mémoire ou de thèse, les candidats ont l'habitude, pour nous flatter, de nous appeler « Excellence, Excellence, Monsieur le Président ». Mais on leur dit que non, ce que nous avons de plus noble, c'est le titre de professeur. Alors, merci pour ce beau matin que vous nous avez fait passer. Et je vais commencer par vous, parce que quand on prend les deux communications, avant que je vienne je suis bien encadré, et c'est moi qui discute, vous voyez comment ma tâche est difficile. Un spécialiste
pratique de la lutte contre la corruption. Quand on regarde les deux communications, ça tourne autour de deux idées. La corruption de l'État, la corruption dans l'État, la corruption de l'État, la corruption dans l'État. Alors, sous ces deux aspects, je vais discuter en évoquant quelques idées que j'ai retenues et qui ont suscité en moi de quelques réflexions. D'abord, cette journée d'études, est-elle une journée d'études religieuse de la corruption ou bien une journée d'études sociales ou sociologiques de la corruption ou bien une journée juridique, une approche juridique de la corruption? Et en même temps, je m'empresse de dire que c'est une fausse question. C'est une fausse question parce que quand vous regardez l'islam dans son approche globale, justement, l'islam a une approche globale. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève du strictement religieux, il y a ce qui relève du juridique, il y a ce qui relève de la doctrine, etc., etc. Donc, l'islam forme un ensemble général qui nous permet d'aborder la corruption de façon globale. Et vous savez, il y a une expression que disent souvent les intellectuels, puisque les intellectuels, nos pensées intellectuelles sont dominées par beaucoup de pensées chrétiennes. On dit quand on fait quelque chose de pas bien, on dit c'est pas catholique. C'est pas catholique. Mais en fait, il faudrait nous-mêmes qu'on arrive à dire tel comportement qui peut être jugé de pourri ici, de pas sociologiquement correct et de pas juridiquement correct, donc on peut se dire ce n'est pas musulman. Et effectivement, beaucoup de nos comportements ne sont pas musulmans. Alors, quand on parle de corruption, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que la corruption peut commencer par le corps. Ce n'est pas pour rien que nous devons faire l'ablution avant de faire la prière. Et l'une des choses que moi j'aime le plus dans l'islam, c'est la propriété du corps, puisque si le corps n'est pas propre, on ne peut pas aller à Dieu. Il y a la corruption de l'âme. Mais la corruption, quand on va être dans le monde profane, entre guillemets, qui n'est pas religieux, est saisie par la sociologie et est saisie par le droit. M. Jean-Baptiste Elias a parlé tout à l'heure des différents instruments juridiques. Il a tout cité, et c'est dans le papier. Il y a des instruments institutionnels. Il en a cité quelques-uns. C'est pas assez? Il en a cité quelques-uns. Vous êtes sûr que c'est mieux celui-là? Non. Celui-là est corrompu. Hein? Ah, meilleur. Ah, oui. Donc, d'accord. C'est pour avoir un meilleur enregistrement, un enregistrement non corrompu. Les deux. Ah, les deux, d'accord. Ah, ça fait l'époque révolutionnaire, hein, avec plein de micros, ça rappelle. Alors, je dois insister sur les points qui vont faire mal et qui vont nourrir le débat. C'est qu'en vérité, l'une des raisons pour lesquelles la corruption ne marche pas, la lutte contre la corruption ne marche pas au Bénin, c'est qu'on a une sorte d'impasse au plan juridique. D'abord, si on veut appliquer les infractions prévues par les différents tests sur la corruption, je vous promets, chers frères et sœurs, qu'on n'est pas sûr qu'il y ait 10% des Béninois qui ne soient pas en prison. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes magistrat, vous n'avez pas le droit de construire une maison et de mettre en location. Vous voyez, si en fait la loi sur la corruption, telle qu'on l'a adoptée au Bénin, est une loi qui a été téléchargée, en quelque sorte, des institutions internationales, notamment l'ONU et les organisations internationales. Et son application pose des difficultés pratiques. Un autre exemple, la corruption institutionnelle. Vous savez, on a dit que le chef de l'État doit déclarer ses biens.
dès l'entrée en fonction. Mais la Constitution ne dit pas ce qu'on n'entend pas dès l'entrée en fonction. Est-ce que c'est dans une semaine, 1 mois, 2 mois ou 8 mois? Est-ce que pendant 8 mois, on n'a pas eu le temps de prendre des précautions? C'est des questions que je soulève. J'ai envie de dire que la corruption, là aussi je mets les pieds dans le plat. La corruption, c'est ce qui est normal. Ça vous étonne? La corruption, c'est le penchant naturel de l'homme. Celui qui ne veut pas se laisser corrompre fait un effort surhumain sur lui pour ne pas se laisser corrompre. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que je ne veux pas que le discours soit hypocrite. La corruption est un phénomène très complexe. Et moi, je ne veux pas donner de leçons. Moi, j'ai été vice-doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. Il y a des diplômes que je signe presque tous les jours. Et il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Quelqu'un vous appelle, cher ami, cher collègue, j'ai un dossier de telle personne, il a un concours à passer demain, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux enlever du bas pour le mettre en haut et signer plus vite? Est-ce que ce faisant, j'ai rendu service ou bien je me suis laissé corrompre? Je me rappelle, il y avait un ancien ministre. Et quand il a coupé le gouvernement, il a retourné dans sa vie normale. Il est retourné à l'université avec la même voiture. Mais quel est notre regard sur ce genre de personne? On s'est dit, mais il est idiot. Mais il est con. C'est un imbécile, il est mal né. Comment se fait-il qu'il peut devenir ministre et après il reprend le même véhicule? Donc, c'est la dimension sociologique de la chose. Alors, on a parlé de déstabilisation de nos États. On a parlé de déstabilisation des institutions. On a parlé de procédures depuis 10 ans, 44 dossiers. Monsieur Jean-Baptiste Hilaire, je suis avocat. Moi, je dois dire même que 44, c'est à la fois beaucoup et rien, finalement. Si on fait l'étude sociologique de la corruption, pour ne envoyer qu'à la justice 44 dossiers, moi, j'ai envie de dire que c'est maigre. Mais c'est déjà beaucoup, c'est mieux que rien. Alors, les procédures au niveau des tribunaux sont complexes parce que la plupart du temps, la corruption ne laisse pas de traces. Mais devant la justice, on ne vit que de preuves. On ne vit que de preuves. Et même quand vous avez l'enregistrement de quelqu'un, il pourra vous dire que ce n'est pas sa voix, puisqu'on peut faire des manipulations aujourd'hui pour imiter votre voix, vous faites dire ce que vous n'avez pas dit. Mais on a dit aussi que la corruption, ce qui fait le nid de la corruption, c'est l'impunité. C'est très complexe. C'est très complexe parce que vous avez des gens qui vous ont soutenu pour prendre le pouvoir. Et là, je m'arrête d'abord pour dire, en fait, nous, Béninois, nous sommes 10 millions, mais nous sommes aussi 10 millions d'hypocrites, moi y compris. L'islam est une religion de vérité. Nous sommes 10 millions d'hypocrites parce que nous voulons la démocratie, mais nous ne voulons pas savoir où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire la campagne. Et mieux, nous demandons de l'argent pour voter. Au temps des années 90, le porte-nouveau avec le choix entre Adrien Oumbedi et Albert Tevoidjer. Albert Tevoidjer vient, il parle, un très beau discours. Et puis les porte-nouveaux viennent lui disent politique tout au lent. Ta politique est lente. Parce que, voilà, il ne fait pas la tontine. Donc, nous ne voulons pas savoir où est-ce qu'on cherche l'argent pour faire campagne. Et nous nous étonnons que quand les gens sont au pouvoir, ils cherchent à s'enrichir. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas tombés sur la tête. Nous ne pouvons pas vouloir une chose de son contraire. Il doit avoir une sorte de conscience collective d'abord. Quand le professeur Nassirou Arif Bako disait tout à l'heure qu'il faut aider les politiques à faire la lutte contre la corruption, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Nous attendons beaucoup de nos politiques. Nous attendons qu'ils soient
meilleurs que nous. Or, ils sont comme nous. Et dans la mesure où ils sont comme nous, ce ne sont pas des êtres surhumains. Hein. Et ils ont encore plus de problèmes que nous. Parce que n'importe qui va accoucher dans sa circonscription a besoin de payer la scolarité de l'enfant, vient vers lui. Il va trouver l'argent où? Il va trouver l'argent où? Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Tant qu'on n'a pas touché au fond, c'est-à-dire qu'on veut des hommes politiques intègres, nous ne le sommes pas. Nous n'aurons pas des hommes politiques intègres. Nous voulons une société non corrompue, nous-mêmes, nous sommes corrompus jusqu'à la moelle. Ça ne peut pas marcher. Et nous avons les dirigeants qui nous ressemblent, nous leur ressemblons. Alors, pour parler de la justice, la lutte contre la corruption, ah là là, c'est très délicat. Et il y a des choses qu'on ne peut pas jeter dans le public. Parce que, même si on est musulman, il y a certains couvents, il y a certains balais qui font que le débat sur la corruption est beaucoup plus complexe. Dans une société, vous pouvez avoir un État faible face à un homme riche. L'homme riche peut mettre l'État à genoux. Je vous le dis, l'homme riche peut mettre un État pauvre à genoux. Et qu'est-ce qui va rester? Il ne restera rien. C'est-à-dire que quand l'État lui-même est à genoux, qu'est-ce que vous appelez loi? Qu'est-ce que vous appelez institution? Puisque l'État est la première institution. Donc, le phénomène de la corruption est très complexe. Je ne voudrais pas qu'on fasse un débat politiquement correct, qui veut qu'on est tous contre la corruption. Est-ce que vous allez voir un homme politique vous dire « Je suis pour la corruption » entre nous? Est-ce que vous allez voir un imam du haut de sa chair, et pourtant on se connaît, nous nous connaissons, dit « Je suis pour la corruption ». Et pourtant, nul n'est pas fait. Moi, quand je dis 10 millions, je ne me donne pas je ne m'enlève pas des 10 millions, je considère que c'est une prise de conscience collective qui doit se faire. Moi, j'ai été vice-doyen de la faculté de droit, excusez-moi de parler de moi. Ma fille a échoué dans une année où je fais cours. La fille a échoué pendant que j'étais vice-doyen. C'est comme si vous êtes directeur de l'office du bac, votre fils échoue au bac. Mais le Béninois ne comprend pas ça. Vous avez, dans la famille, vous avez des gens qui sont inscrits à la faculté et ils échouent. On dit non, c'est pas normal. Il est quand même là. Et on va même jusqu'à dire, non, nous les gens du Sud, on n'est pas solidaires. Mais on est mauvais entre nous. On ne s'entraide pas. Excusez-moi, les gens du Nord s'entraident. Je dis, mais non. Non, ce n'est pas dans ça qu'on doit s'entraider. Et s'il faut être ennemi pour ça, il faut l'accepter, mais c'est socialement difficile. Alors tout ça pour dire que ce dont on doit faire attention, c'est que la corruption est un phénomène très complexe. Ça peut être un luxe dans une société de misère. Un policier qui gagne 40 000 francs à Cotonou, s'il n'est pas corrompu, je ne sais pas ce qu'il peut être. Je ne sais pas ce qu'il peut être. Donc, la chose doit être entendue sur un plan global. Mais la prise de conscience, elle peut être immédiate. La prise de conscience doit être immédiate parce que l'atelier d'aujourd'hui doit nous conduire à faire quoi? À faire diminuer, non pas à faire disparaître la corruption. Elle ne disparaîtra jamais. L'objectif, ce n'est pas de faire disparaître à jamais. Elle ne disparaîtra jamais, ne nous l'aurons pas. Jusqu'à la fin des temps. Elle ne disparaîtra pas. Mais ce qui peut changer, c'est la prise de conscience personnelle. Qui fera qu'après cette journée d'études, on pourra se dire, en quittant ici, je veux être parmi ceux qui sont le moins corrompus. C'est déjà beaucoup. Parmi ceux qui sont le moins corrompus. Pourquoi je vous dis ça? J'ai été confronté à une situation quand j'étais avocat, quand j'étais dans un dossier, et c'est par là que je vais terminer. Un des avocats en face m'appelle. Je vais le voir parce que c'est un aîné. Il me dit, voilà, je sais qu'on est adversaire, mais je vois que c'est toi le leader du groupe. On peut te parler, tu es un homme digne de confiance. Comment on appelle les hommes dignes de confiance en arabe?
Adil. Amin, voilà. Un peu comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on peut te faire confier. Il dit, ah bon, je suis flatté. Je ne savais pas où il voulait en venir. Et il me dit, bon, voici ce qu'on veut te confier. Et on va te récompenser de la façon dont tu n'as pas idée. Il me dit, c'est en termes de valise, avec des devises étrangères. C'est pas CFA. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec CFA? C'est pas bon. C'est pas le Naira non plus. Devises étrangères. Mais j'ai eu un temps de ça. Et ça, c'est humain. Parce que quand on vous pose des questions comme ça, vous pensez à tous les problèmes que vous avez, que vous pouvez résoudre. Je veux changer de voiture, je veux construire. Ah oui, ma femme m'a parlé de voiture. Et puis, vous voyez, qu'est-ce que ça aurait résolu tellement de problèmes. Mais il faut qu'il y ait la retenue. Et ce n'est pas facile. Mais c'est peut-être aussi ça le Hajj. L'effort que nous faisons pour lutter contre tout ce qui est non musulman. Je vous remercie. Vous voyez, ce n'est pas facile d'arrêter les professeurs parce que le fil conducteur, là, quand il se taise, vous dites, mais elle a chute. Alors, c'est la façon de toujours vous laisser sur votre fin. Nous avons aimé mettre cela dans ce que vous avez dit. Commencez par l'ablution. Et je pense que vous avez terminé par l'ablution. Parce que à la fin, vous avez dit que la corruption ne disparaîtra pas. Mais c'est la prise de conscience collective qui est la plus importante par rapport à ça. C'est ça qui peut nous permettre de réduire. Nous retiendrons aussi de votre communication que la corruption est un phénomène social complexe. Et la lutte contre la corruption doit donc être un problème très très complexe. J'ai aimé votre boutade et votre bousculade en disant que nous sommes 10 millions d'hypocrites. Donc par rapport à la corruption, nous sommes 10 millions d'hypocrites. Ce n'est pas seulement pour la campagne de notre service. Chacun de nous sait et voit la corruption sous ses yeux comme ça. Mais personne ne veut dénoncer parce qu'il veut que demain, quand il sera là-bas, il fasse la même chose. Et vous avez dit, on se connaît. Quand il y a une chanson qui dit, on vous connaît. Ici, on se connaît. Parce que même dans notre religion, et nous n'avons pas osé bousculer ça, je n'ai pas entendu ça dans la communication, tout ce que nous faisons comme pratique n'est pas musulman. Nous faisons et nous mettons des systèmes qui tendent à transformer notre communauté en une communauté corrompue, qui organise des cérémonies où les enfants mettent des choses en scène. Je pense que tout ça, ça fait partie de la concurrence concrète entre musulmans. Comme l'a dit Babo ce matin, l'incitation à la corruption. Sur les musulmans qui n'entendent pas ce village, je ne me suis pas dit. En fait, j'ai fait aussi cette observation simplement de ma part. Maintenant, puisque ce n'est pas nous là qui sommes importants, tous ceux qui ont fait la communication n'ont fait qu'introduire le débat. Nous allons vous donner rapidement la parole pour qu'en 30 minutes, vraiment au maximum, nous ayons quelques réactions sur ces deux communications-là. Et je demande aux organisateurs de venir chercher le micro pour que ceux qui vont s'inscrire en plus nous allons peut-être procéder. On a, je crois, 6 rangées. Alors, si nous devons donner 5 minutes à chacun, ça fait déjà le temps est parti. Donc, personne ne peut parler plus de 2 minutes. Et dans ce cas, nous ne prendrons pas plus de 2 intervenants par rangée. Parce qu'il y a un autre panel qui va venir après. Il y a un autre panel après. Oui, il y a un autre panel après. Et en principe, on devait finir à 14h, vous voyez. Donc, nous allons commencer par la rangée extrême bas. Oui, allez-y. Notre rangée va gagner si on n'a pas. Il faut aller vite. Samari.
Salifou Abdoulaye. Donc on peut compléter. Il y a un qui était non. Après Abalo, il y avait un derrière qu'on n'a pas, qui a demandé. Assouma. Non, Assouma est pris. Assouma est déjà noté. Non, je ne l'avais pas noté. Ah d'accord. Ok, moi aussi. Bien. Voilà, nous avons ceux qui doivent intervenir. Je crois que vous êtes 13. Vous êtes 13. Donc personne ne peut vraiment dépasser 2 minutes que nous puissions tenir dans le temps. Mais on disait tout à l'heure, hors classe. Maintenant que nous avons traité tout le monde de la même façon, il y a dans la société, on appelle professeur, on appelle maître, on appelle quand ils viennent en classe. C'est la distinction sociale du mérite. Nous allons laisser d'abord la parole à quelques-uns que nous pensons qu'ils devraient prendre la parole pour être communicateurs. Il y a Sénégal aussi. Ministre, il est dans le deuxième panel, non? Et avec le professeur Albert. Gandonou. Voilà, donc voilà, vous avez la parole. Oh Dieu par essence, par excellence. Je voudrais tout simplement faire une suggestion. Et c'est pourquoi je voulais parler devant le ministre d'État. Et heureusement, avant qu'il ne parte, il m'a donné son accord. Dans la Bible, il est dit qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Et dans le Coran, Dieu a dit qu'il ne crée pas en vain. Quand il crée quelque chose, ça a un but. Et je pense que nous ne sommes pas là, ici par hasard. Et ce n'est pas par hasard que le ministre d'État est là. Ça agit du développement. J'ai demandé, obtenu qu'il soit le président du comité de suivi de cette rencontre-là. Il y a musulmans ici, il y a chrétiens ici, il y a autres. Parce que quelqu'un l'a dit. Je veux créer l'homme. Et c'est ce que les gens ont dit. Tu vas créer quelqu'un qui va mettre la corruption sur la terre et qu'on appelle ça. Et c'est ça qu'il dit. C'est dans la base, dès la source, que l'homme qu'on appelle est corrompu. Et s'il arrive à s'en défaire, grâce à Dieu, il est sauvé. Et c'est pourquoi nous avons la conviction que toutes les formes de lutte ont été menées, sauf la lutte spirituelle. Donc le moment est venu de saisir cette occasion. En 2006, moi je croyais que le changement était vraiment changement. Et j'ai pris le pasteur Gandaou. J'ai dit, je veux qu'on engage le mouvement spirituel contre la corruption. Nous allons faire 40 jours de carême. Et nous allons éditer un livre qui s'appelle Dieu est avec son peuple dans la lutte contre la corruption. Et c'est ça que je dis. Tous les versets de la Bible qui sont contre la corruption, tous les versets du Coran, on va aller voir les religions endogènes dans nos préceptes là. Et on édite ça, non seulement en français, dans nos langues. Et on donne ces 3 mois qu'on appelle de sensibilisation. On lance maintenant. On fait comme quelqu'un qu'on appelle à faire, entre-temps, qu'on appelle au Nigeria. On appelle ceux qui ont dirigé le pays là. Et on dit, bon voilà, on sait que dans tel pays, tu as tel compte, tu as tel compte. Il y a 2 portes. Si tu signes le chèque, tu sors par ici. Si tu signes pas le chèque, tu sors par là. Je pense qu'on doit passer maintenant à l'action. Et il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider en cela. Regardez les grands maîtres qui sont ici. On a dit, une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est assise. Elle attend que l'empereur arrive. Mais c'est lui qui est assis là, sur la natte là. Mais si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas des hommes comme ça, qui peut lutter contre la corruption? Ils sont venus, ils n'ont pas reconnu le grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils s'attendaient qu'il vienne avec son appareil, avec l'attroupement, alors qu'il était déjà assis là. Seuls des gens comme ça peuvent lutter contre la corruption. Je vous remercie. Le professeur Albert. Gandonou, pardon. Apporter un complément à ce que le ministre a complété un chiffre que
le ministre d'État a partagé avec nous tout à l'heure. Il a parlé de 50 milliards qui fuient de l'Afrique chaque année. 50 milliards. J'ai lu le même chiffre dans un livre consacré au scandale des Panama Papers et les auteurs ont répété 50 milliards parce que c'est vraiment scandaleux. Malheureusement, je voudrais ajouter à ce chiffre 38 autres milliards qui disparaissent de l'Afrique du fait des sociétés exploitant les ressources africaines et qui évacuent leurs produits dans des paradis fiscaux, comme le constata en 2013 un groupe d'experts présidé par Kofi Annan. Après cela, je voudrais faire un petit témoignage. Je le fais souvent en son absence, mais j'ai le plaisir de le faire en sa présence aujourd'hui, à la présence de l'ami Houdou Ali. Dans le cadre de sa coalition des religions contre la corruption, je l'ai accompagné un jour à l'Union islamique du Bénin. Et quand il a fini d'exposer l'objet de notre visite, c'est le trésorier de l'Union qui dit « Mais comment on va aller combattre ceux qui financent nos œuvres ?» Ça m'a beaucoup marqué. Je voulais partager ça avec vous sous son contrôle. Mais au-delà de cela, je voudrais vous partager ce que j'ai apporté en tant que militant chrétien. J'ai une association qui a 20 ans maintenant, qu'on appelle Chrétiens pour changer le monde. C'est de ce lieu que je voudrais vous adresser ceci. Les conditions spirituelles pour le développement réussi d'une nation, je crois qu'il faut commencer, 1. Cesser de singer, de faire la comédie à soi-même. Cela sortait un peu de ce qui a été dit à la table. Quand nous disons chrétiens, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes les disciples, les suiveurs de Jésus. C'est son exemple que nous voulons incarner dans nos vies. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas obligé de s'appeler chrétien. Et comme je suis au milieu des frères et amis musulmans, je voudrais dire qu'il est temps que nous finissions avec notre égocentrisme. Et cet égocentrisme qui nous empêche d'entendre l'appel de Dieu. C'est dans le Coran, dans la sourate numéro 43, verset 57, qu'il est dit ceci, je cite. Quand le fils de Mariam a été donné pour exemple, son peuple s'écarte de lui. Croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, on s'écarte de lui. Il ne nous intéresse que pour être instrumentalisé, aide-moi à être ministre, aide-moi à guérir des maladies, aide-moi... Bon, mais son enseignement ne nous intéresse pas. Troisièmement, il y a 2 mois, docteur Saliou... Nous souhaitions que vous concluiez. Je vais bientôt finir. Le docteur Saliou Latoundi est venu, dans le cadre de cette association, partager avec nous son expérience de soufisme. Il nous a cité 3 principes de base. La sincérité, je viens d'en parler, je ne reviens plus dessus. L'humilité, c'est ça qui nous aiderait à nous départir de notre égocentrisme. La fraternité, quand nous prenons tout pour nous. Alors, je pense qu'il y a une vertu hautement spirituelle qu'on appelle le détachement, qui devrait nous aider à servir notre prochain. Et là, je suis sûr de vouloir finir. Je vais citer Cheikh Hamidou Kane. Longtemps, les adorateurs de Dieu ont gouverné le monde. L'ont-ils fait selon sa loi? Quelle n'a pas dû être leur faute si au terme de leur règne sur le monde, le cri des muezzins suscite le ressentiment des affamés? Pour changer ce monde, on n'a pas besoin d'être athée. On n'a pas besoin d'être communiste. Il suffit que les religieux soient de vrais spirituels. Je vous remercie. Et voilà, excusez-moi, mais chez moi c'est Salif Abdoulaye. Je m'appelle Salif Abdoulaye. Je fais mes recherches personnelles. Les recherches
se sont portés sur ce que nous sommes en train de vivre depuis la conférence nationale. En passant par le changement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en rupture. Quand vous constatez ce que nous sommes en train de vivre, ça on traduit ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en période de rupture. Vous avez senti ce qui est en train de se passer à travers certains déguerpissements. Je croyais que depuis que nous avons commencé cette conférence, vous allez au moins apporter ce mot. Rupture ou nouveau départ. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc la spiritualité continue. Vous allez constater que nous, les musulmans, nous sommes dans des grandes sociétés, dans des industries, des intellectuels, et nous sommes dans la science, dans le parlementarisme et dans la municipalité, mais on n'arrive pas à faire de l'ordre. Mais nous n'arrivons pas à faire de l'ordre. Pourquoi? Parce que nous négligeons ce qu'on appelle la morale. Retenez, nous négligeons ce qu'on appelle la morale. C'est très important. Si vraiment, avec la rupture, ça peut nous servir de faire de la morale. Je suis prêt. Vous ne me connaissez pas. Je sais pourquoi je parle comme ça. Bon, pas de problème. Donc, et en ce qui concerne les solutions, nous allons des solutions. Le suivant, c'est monsieur. Intervenir sur le fait que l'homme est né corrompu. Je crois avoir compris un truc dans les interventions. La corruption n'est pas innée en l'homme. Et beaucoup de versets coraniques le confirment. Fitratallah allati fatara an-nas alayha. L'homme a créé l'homme, et Dieu a créé plutôt l'homme pour qu'il soit réellement musulman. Il est né musulman. Il n'y a que l'environnement qui corrompt. Je voudrais rectifier cela parce que là, nous sommes dans un concept purement islamique. Merci, je ne serai pas long. Est-ce qu'il a droit de plainte? En cas de corruption, il faut aller sur plainte. C'est un truc que je voudrais dire. Quand on va faire des passeports ou carte d'identité, vous allez pleurer. Tu te prends les dossiers, tu ne donnes rien, ça fait des mois, des années, tu ne peux pas retirer. Allez ici la voir. Les dossiers sont rejetés. Au niveau des passeports, il faut donner. Si tu ne dois pas, tu ne peux pas prendre. Ma région ne permet pas de donner leur complet. C'est interdit en islam. Ici, est-ce que tu peux voir un chef pour sortir, tu vas aller intervenir? Ça, c'est passé au Ghana, c'est un Béninois. Il savait toujours Yaka. Au temps de Loris. Il conduisait un camion, puis il a invité le policier, était en train de faire rançonner. Il a payé partout au ministère. Je veux voir le ministre. C'est un cas urgent. Il leur sortait avec le ministre parce que le lieu. Et le ministre a vu ce qui s'est passé. Il a sanctionné ces policiers-là. Ici, est-ce qu'un chef peut sortir pour aller sur le pouvoir ce qui se passe? Je me pose une question. Ok, merci pour votre Merci. C'est par rapport à la question de conscience collective pour laquelle chacun de nous est invité. Mais je voudrais insister sur le fait que, au-delà de la conscience collective, ce qui serait bien, c'est que nous ayons à tous les niveaux des responsables qui fassent l'effort d'être exemple. Il faut que quand quelqu'un est quelque part, comme le professeur Salami l'a dit, qu'il fasse l'effort d'être un modèle. Deuxième chose, nous avons parlé de la religion, nous avons parlé de la spiritualité. Mais il y a une déviance dans notre société qui fait aujourd'hui, qui m'amène à une réflexion. Je me demande si les lieux religieux ne sont pas aussi corrompus. Parce que de temps en temps, on sent que dans nos milieux, quel que soit le milieu religieux aujourd'hui, c'est l'homme qui donne plus
de biens matériels, qui donne plus de biens, de l'argent, qui est plus considéré, alors que la morale et l'éthique invitent chacun à être intègre. Comment est-ce qu'on doit faire pour mettre au centre de tout l'homme intègre, l'homme honnête? Et j'invite tous les religieux à nous aider à faire ce travail-là. Merci. Les panélistes, si un document n'existe pas, à faire une synthèse sur les facilitateurs sociaux de la corruption afin de proposer des réponses au niveau de chaque facteur et dans le souhait d'accompagner le gouvernement. La deuxième préoccupation, c'est est-ce qu'il y a, ou bien s'il n'y en a pas, que je propose qu'il y ait un fonds d'appui aux organisations qui sensibilisent, surtout du point de vue spirituel, ce que les gens courent en acceptant ou bien en demandant de petits copains pour réaliser telle ou telle mission. Merci. Merci. Votre question. Deux sont maudits. Vrai ou faux? Donc, c'est un travail sérieux que nous faisons ici, nous les musulmans. Ça va nous amener au paradis, Inch'Allah. C'est l'islam que nous développons. Ensuite, je propose que le thème là soit développé au niveau des écoles. Parce que c'est fondamental comme thème. Donc, je ne voudrais pas abuser des 5 minutes au risque d'être corrompu. D'éducation. Notamment, il faudrait ajouter le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère de l'enseignement supérieur aussi, inclus des matières à l'école et à l'université qui parlent vraiment de la lutte contre la corruption. Merci. Wow. Merci. Bon, le nom de la politique, c'est quelque chose qui ne peut jamais disparaître parce que si nous allons prendre l'exemple, il y a plusieurs choses dans notre pays, ça aussi c'est politique. C'est un groupe interne, ça ne peut pas se disparaître. Et la deuxième chose, pour finir, nous allons demander à l'État de changer le système pour que les choses viennent par heure. Là, celui qui veut beaucoup travailler peut beaucoup travailler. Par rapport à la corruption, en écoutant les communicateurs, c'est vrai, ils ont évoqué la petite corruption et la grande corruption. Moi, je voudrais inverser en disant plutôt la petite corruption est maintenant, moi je la classe comme la grande corruption, puisqu'elle engendre un grand nombre maximum de personnes. Lorsque nous prenons l'exemple de deux éléments clés qui sont actuellement touchés par la corruption, à savoir la santé et l'éducation. Et je voudrais parler justement seulement de l'éducation. Je donnais un cas au moment où j'étais enseignant au lycée. Je voyais un collègue qui incitait des enfants à venir au cours de répétition. La question que je lui ai posée, il dit, mais lui, il va trouver où puiser. Il fait des interrogations pour que les enfants aient zéro, pour les obliger les parents à les prendre cours de maison. Voilà un exemple. Un éducateur qui est censé donner un exemple, c'est dit que les autres trouvent des sources pour prendre. Lui, il va prendre où c'est le seul moyen pour lui. Ça veut dire que si nous ne faisons rien, merci Ibrahim. Monsieur Elias, dans ce qu'il a énuméré par rapport à la limite, il y a un point fondamental, mais je ne sais pas si ce n'est pas une limite à leur niveau, mais je sais que dans mon pays, le Togo, c'est une limite, c'est par rapport à la pression sociale. C'est-à-dire la pression, puisqu'il lutte contre la corruption, est-ce que dans son exercice, n'y a-t-il pas de pression sous diverses formes? Parce qu'il a parlé seulement des limites par rapport à d'autres éléments. Merci. En fait, c'est juste une précision que je voulais apporter dans les causes. J'ai entendu les causes sociologiques, politiques, mais on n'a pas insisté sur les causes économiques. Je donne juste un exemple. J'étais dans un pays européen, j'ai acheté un ordinateur. J'arrive à l'aéroport, j'attends mon vol. Quand un douanier, juste à l'embarquement, un douanier vient, il dit bonjour monsieur. Il me dit vous avez acheté un ordinateur, vous avez fait l'opération de détaxe, où est l'ordinateur? Je lui remets, je lui sors ça. Ok, il vérifie, il dit merci, il part. Aujourd'hui, un douanier peut-il faire ça ici? S'il arrive à le faire, s'il mourait, qui peut s'occuper de sa famille? Vous voyez? Donc la misère, on n'a pas insisté sur la misère. La misère. Souvenez-vous qu'un calife a suspendu le décret de couper la main à un voleur parce que la misère y était. Donc si on ne combat pas la misère, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous remercie. Merci. Bon, moi, je veux surtout rebondir par rapport à l'intervention du professeur Salami.
je souhaite vivement qu'on parte d'ici avec l'impression d'avoir acquis quelque chose et non pas d'avoir perdu notre temps. Donc, il faut qu'on évite de donner des conclusions à connotation pessimiste. Quand on dit que la corruption ne peut pas disparaître, je dis non. Je dis non et je dis non parce que c'est en disant oh, partons d'ici, chacun individuellement pris, avec la conviction, avec tout ce que nous avons entendu à droite à gauche, qu'on peut vaincre la corruption. Et comme notre dénominateur commun ici, c'est la religion islamique. Mais comme l'a dit les devanciers qui ont présenté leur thèse, mais faisons-leur l'honneur d'avoir appris quelque chose d'eux, à savoir qu'ils nous ont fait des rappels sur les enseignements islamiques. Il suffit de continuer à enrichir. J'ai deux préoccupations. La première, c'est une situation, je m'en vais tout de suite avec celle-ci. On nous dit que l'État est laïque, donc l'État n'a pas de religion, mais les membres de l'État ont chacun pris individuellement une religion. Je voudrais inviter ou suggérer aux membres du gouvernement que chaque membre, avant de prêter serment, prête sur le livre qui fonde sa religion. Au lieu de prêter sur la constitution qui ne fait aucune pression consciemment dans la conscience de ce membre, alors que nos religions, nos livres révélés, si on prête, comment dire, on fait serment sur ces livres-là. Moi, en tant que musulman, je ne peux pas prendre une fonction, me dire, prête serment sur le Coran et je vais faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Donc je suggère à que ça revienne. Au lieu de prêter serment sur la Constitution n'est rien. Personne ne considère la Constitution. Il reste la question. Est l'institution la plus corrompue. Moi j'ai eu la preuve et je vais l'inviter. Est-ce qu'il sait ça? Les avocats sont les plus corrompus. J'ai un cas de dossier, un frère qui a été... Ce n'est pas bon. Un frère qui a eu de problème, sa caution pour une prestation, mais un club du tribunal de Kandi a fait qu'il vient à Cotonou dire que ce n'est pas possible, tu ne peux pas avoir satisfaction. Oui, mais vous savez, nous avons entendu tellement notre liste. Nous avons débordé sur le temps qui nous a été imparti. Je crois que les communicateurs avec le conseil des organisateurs, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, il y a eu plus de contributions que de questions. Nous allons leur donner 5 minutes chacun pour essayer de répondre aux questions qui ont été posées ou bien apprécier les contributions. Non, j'ai pas de questions. Allez. Après, il sera 15 minutes, donc après lesquelles il y aura la pause. C'est bien, merci. Allez. Bien, je vous remercie. En fait, je voudrais laisser gagner du temps, c'est pour cela que je ne voulais plus parler. Voilà. Mais il y a eu des propositions qui ont été faites. Je considère qu'il y a beaucoup plus de contributions et de suggestions. Donc, nous essaierons de prendre en compte. Mais j'espère que la Constitution sert quand même à quelque chose et qu'en appui à la Constitution, ou du moins la Constitution peut venir en appui aux livres saints ou aux écritures saintes auxquelles nous croyons. Je pense que c'est plutôt de la complémentarité et non de l'opposition. Je vous remercie. Je vous remercie, je serai bref. Je crois qu'il y avait un quiproquo au départ. C'est pour ça que j'ai posé les bases de ce que j'ai dit. Est-ce un débat religieux? Est-ce un débat juridique? Est-ce un débat sociétal, sociologique? C'est un mélange de tout ça. Et c'est ça qui fait que la religion va permettre une prise de conscience individuelle d'abord, avant qu'elle ne soit collective. Alors, bon, il y a deux façons d'aborder les choses. On peut l'aborder de façon, trouver que c'est pessimiste, ou on peut trouver que c'est réaliste. Il faut choisir. Moi, je suis un intellectuel, je prends mes positions. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout.
Et c'est ça qui fait la beauté et la richesse de la discussion. Mon cher imam que j'adore, que j'estime beaucoup, Imam Djelil, il a voulu rectifier ce qu'il considère comme étant un concept religieux. Je n'ai pas dit que la corruption est innée. J'ai dit l'homme est naturellement un être porté vers la corruption. Le penchant naturel de l'homme, c'est d'être corrompu et de corrompre. Maintenant, et c'est ça, c'est pas ça que j'ai fini ça en un sens. Celui qui fait l'effort sur lui, djihad, celui qui fait l'effort sur lui, tend vers ce qu'on attend de lui dans l'islam. Nul n'est parfait. Et c'est pour cela que ça doit être un effort permanent. Alors, je vais finir par la question qu'a posée, je ne sais plus, notre ami de Derek. Il parlait du serment religieux. Ibrahim comme moi. Il parle du serment religieux. Mais là aussi, ce n'est pas qu'une question religieuse. C'est aussi une question juridique. Il y a des pays comme le Niger. Quand vous allez là-bas, on prête serment sur le Coran. Mais ça n'a rien empêché. Hein? Je vous rassure tout de suite. Pour montrer que l'être humain, c'est complexe l'affaire là. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. On est clair sombre ou sombre clair. Et quand on ne prend pas conscience de ça, et qu'on doit dire que tout est beau, on doit trouver que tout le monde est parfait, mais nous sommes, je dis, nous serons toujours des hypocrites. Alors donc je dis, quand vous prenez le serment religieux, vous dites qu'il doit jurer sur le Coran parce qu'il est musulman. Et s'il est athée, il va jurer sur quoi? Donc, en fait, comme on a dit, hein, nous avons les textes de loi, nous avons la religion. Tout ça nous sert de digue pour nous empêcher de dévier. Mais la meilleure digue, ça doit être notre conscience personnelle. Je vous remercie. Les intervenants ont proposé qu'on inscrive dans les programmes au niveau des écoles, à tous les niveaux, l'enseignement sur la lutte contre la corruption. Oui, nous l'avons déjà suggéré. Nous avons rencontré les 3 ministres chargés de l'éducation pour en parler, mais l'effectivité n'est pas encore là. Si chacun de nous peut contribuer à ce que ça soit effectif, ça va permettre une prise de conscience, comme nous l'avons souhaité. Ça va permettre de diminuer les cas de corruption parce que le respect du bien public sera à nouveau enseigné dans les écoles. Quelqu'un a posé la question s'il n'y a pas la pression sociale. Oui, il y en a. Beaucoup. Dans le développement, je n'en ai pas eu le temps de parler beaucoup de ça, mais comme les organisateurs ont promis de donner des documents, vous aurez ça dans les documents. Je vous ai dit, j'ai fait un document de 20 pages. Hein, si public tout, vous l'aurez. Mais il y a trop de pression. Mais il faut résister. Ceux qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la corruption font l'objet de toutes les pressions. Et si vous ne faites pas attention, on va vous liquider même. Alors, moi, je ne peux pas passer partout aujourd'hui. Je suis connu de tout le monde. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit, je ne vais pas dans les restaurants, etc., etc. Je suis malheureusement limité dans ce que je fais. Et pour la petite histoire, on a sorti un dossier ici, un jour, au Bénin ici, à la télévision, et l'auteur numéro 1 est parti voir ma tante. Ma tante, pour dire, voilà, votre fils est sur tel dossier, je veux le voir. Est-ce que votre fils n'a pas besoin d'argent? Je vais lui donner 10% et puis c'est tout. C'est un dossier de 5 milliards. Oui. Et puis, il a vu ma tante pour dire de me voir, pour que je laisse tomber, puisque c'est moi seul qui peux parler. Si je ne parle plus, c'est fini, c'est terminé. 10%, ça fait 500 millions. Hein? Oui, oui, c'est concret. Si vous voulez également, je vais appeler le nom. D'accord. Alors, donc j'ai refusé. Ma tante me regarde comme ça. Ma propre tante me regarde et me dit, ah ah, j'ai un petit nom, hein. Je m'appelle Jean, mais à la maison on m'appelle Jean-Vie, c'est mon petit nom ça. Elle dit, Jean-Vie, Nyaoto-Oléa. Je dis oui. Et puis elle me dit, bon ok, puisque tu ne veux pas, mais au moins reçois l'intéressé, il dit qu'il veut te voir pour 10 minutes. Je lui ai dit, je ne veux même pas le recevoir pour 1 seconde. Parce que quand je l'aurai reçu, il en dira ce qu'il veut après. Oh, ça y est, je l'ai vu, etc., etc. Donc, il faut résister. Deuxième chose, quand on fait ce qu'on fait là, il ne faut jamais s'adonner à ça parce que le jour où vous laissez faire
terminé. Vous parlez aujourd'hui, il dit quoi lui là? S'il me voit, est-ce qu'il peut parler? Lui là, il dit quoi? Aujourd'hui, personne ne peut dire ça de moi. Oui, c'est comme ça qu'il faut. Donc les pressions existent. Et je veux bien que quelqu'un seul soulève pour dire, lui là, est-ce qu'il... Voilà, c'est de ça qu'il faut faire. Lutte contre la misère, la pauvreté, oui. Tous les programmes de lutte contre la corruption que nous faisons, chaque fois nous disons lutte contre la pauvreté. Parce que les ressources qu'on va engranger, qu'on va prendre, les milliards qu'on a cités ici, là, doivent permettre de faire des programmes de développement durable pour lutter contre la pauvreté, ce que vous appelez misère. N'est-ce pas? Et qui vont permettre à ce que les populations puissent se retrouver dans des programmes de développement durable pour qu'un certain nombre de choses puissent se faire, les écoles, la maternité, les emplois, enfin bref, toutes choses que nous allons revoir par la suite. Alors, tout à l'heure, le professeur Salami a parlé de policiers qui gagnent 40 000 francs. C'est un problème. Nous, au FONAC, nous avons rencontré les autorités pour dire nous ne pouvons pas continuer de parler de lutte contre la corruption au niveau des voies et dans les commissariats si on n'améliore pas les conditions de vie des policiers en général. Et c'est ça qui a été l'un des éléments ayant déclenché ce que vous avez su avec le nouveau salaire, c'est-à-dire les nouvelles conditions de vie qu'on aura fait. Nous avons contribué modestement à ça. Dernier élément toujours sur la police. Un commissaire de police est venu me voir un jour et dit, je veux vous voir. Il est dans le mono, je ne vais pas donner la ville. Il vient me voir et dit, bon, monsieur le président, j'ai un problème. Quel est le problème que vous avez? On nous a donné un véhicule pour travailler. Le véhicule est sous cale depuis 4 mois. On a fait le devis, il faut 200 000 francs. J'ai envoyé le devis par voie hiérarchique jusqu'au ministère de l'Intérieur. À ce jour, rien n'a été fait. Ensuite, on nous envoie des bons de carburant. Le ticket valait en question. Ma localité à moi, la station la plus proche est à 45 km de là où je suis. Je fais quoi avec le ticket? Voilà les questions que je suis venu vous poser, monsieur le président. Aidez-moi. J'ai transmis ça au ministre de l'Intérieur. J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur pour lui parler de ça. Bref, il y a des réalités. Il y a des réalités, mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions nous adonner à ça. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci, je crois vous avoir eu une très bonne communication ce matin. Depuis le matin, j'ai retenu avec vous donc que la corruption est partout. Oui. Tout le monde l'a démontré. Malheureusement. Elle est complexe. Et pour lutter contre la corruption, les communicateurs de ce matin nous ont dit qu'il faut 3 choses. Le cadre institutionnel, les organisations et institutions de lutte et la répression. Vous avez entendu dans une communication intéressante Jean-Baptiste Elias vous dire le cadre institutionnel existe, les organisations existent, mais la répression, elle freine, elle est dormante. Parce qu'il a parlé de ces 44 fameux dossiers que nous retenons ce soir. Et puis, nous avons entendu dans les communications également qu'on peut retenir qu'un peuple corrompu, et ça c'était un hadith cité ce matin, un peuple corrompu a pour destin, je l'ai repris comme ça, a pour destin l'insécurité et la frayeur. Ça c'est l'enseignement de notre islam nous-mêmes. Le prophète nous a dit ça. Si nous sommes corrompus, si notre population est corrompue, son destin, c'est l'insécurité, la frayeur. Et vous avez constaté que le communicateur Bako a décrit très, très clairement du niveau d'État, du niveau international, du niveau local, cette insécurité que ça crée et la frayeur. C'est ce qui suit. Maître professeur Salami, nous retiendrons de lui que c'est une question d'ablution même. Il faut se rendre propre, il faut se demander, et c'est donc une question de prise de conscience d'abord au niveau individuel et collectif. Il n'y a pas de raison de désespérer du combat contre la corruption, même si par création, par essence, l'homme est plus corrompu, moi je le dis, parce que l'histoire de Adam et Hawa nous démontre déjà qu'à la création,
le penchant de la corruption existe. Mais notre mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, c'est de lutter contre cette corruption. C'est pour ça que nous prions tous les jours. Alors donc, il n'y a pas de raison de désespérer. Il faut être optimiste, comme l'a dit quelqu'un. Voilà ce que je retiens des communications et de vos commentaires. Et les organisateurs tiendront compte de ce que vous avez dit pour inscrire dans les écoles et de toutes les suggestions entendues ici. Je crois que nous allons remercier les communicateurs, les discutants et tous ceux qui sont intervenus ce matin et vous remercier vous-même pour votre patience et votre attention. Nous allons céder la place au deuxième panel rapidement pour que vous puissiez faire. Merci à vous tous.